pour un contrôle à une autre personne ou à une organisation, à un État. Donc, cette indépendance, elle permet de rendre les jugements impartiaux, objectifs, indispensables à la bonne conduite des missions. Quant à l'objectivité, c'est une attitude qui est impartiale, qui permet aux auditeurs internes d'accomplir leur mission de telle sorte qu'ils puissent raisonnablement croire en leurs travaux et que la qualité de ceux-ci ne soit compromise d'aucune façon que ce soit. Donc, ceci dit, que les auditeurs internes ne subordonnent pas leur jugement en matière d'audit à celui d'autres personnes. Sauf que ces deux notions d'objectivité et impartialité et indépendance pourraient susciter des difficultés relationnelles lors de la mission d'audit. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il y a un conflit dans la relation auditeur-audité, puisqu'il y a une divergence d'intérêts. Autre chose, il y a une sorte d'inversion des rôles, puisque l'audité est administrativement le supérieur hiérarchique, alors que l'auditeur, il est, j'allais dire, le subalterne. Mais dans la mission d'audit, il y a une inversion des rôles, ce qui pourrait créer, ou bien engendrer une sorte, ce qu'on appelle en psychiatrie, une blessure narcissique à l'audité, parce qu'il a toujours été le supérieur, et puis lors de la mission, il est inspecté, il est contre les conduites. Alors, pour cela, quels sont donc les facteurs psychologiques qui influencent l'indépendance de l'auditeur? On ne peut pas ne pas se référer aux travaux princeps de deux auteurs célèbres, Jean Piaget et Sigmund Freud. Alors pour Jean Piaget, c'est lui qui avait émis la notion de moralité, qui est acquise au fur et à mesure que nous grandissons. Depuis la tendre enfance, donc la moralité est inculquée à l'enfant par les contraintes qui sont imposées par l'adulte, en l'occurrence les parents. Et par la suite, quand il quitte le foyer parental, c'est-à-dire pour aller à la crèche ou à l'école, il va intégrer une autre moralité, c'est la moralité de coopération, parce qu'il va se comparer à son milieu environnant. Et quand il grandit encore plus, il y aura une interdépendance affective où l'enfant, ou bien l'individu, va adopter un comportement mimétique par rapport à l'environnement et à son milieu pour se situer par rapport à ce milieu. Et Freud avait, lors de sa théorie psychanalytique, il avait élaboré 3 instances psychiques, à savoir le moi, le surmoi et le ça. Alors le moi, il obéit au principe de plaisir. Ici, maintenant, il veut tout de suite. Par contre, le surmoi, qui est représenté par les interdits moraux, ce qui nous a été introjecté par les parents, tel que c'est interdit, ça ne se fait pas ci, fais pas ça, ou bien dans notre culture, à nous, c'est haram, entre autres. Et il y a le ça. Le ça, si vous voulez, c'est le tampon entre le moi et le surmoi. Donc il va essayer d'arrondir un petit peu les angles, parce qu'il y a des exigences un petit peu extrêmes entre le moi et le surmoi. Donc je cite un petit peu un exemple, la découverte d'une défaillance dans la gestion de l'entreprise. Donc le moi, il va dire, voilà, j'ai trouvé éjecter l'audité, je peux éjecter le manager. Donc le surmoi va intervenir. Non, c'est pas comme ça, il faut pas, la vengeance, c'est pas bien, c'est interdit ou bien c'est haram, ça dépend comment on interprète. Ça dépend également de ce que nous ont inculqué les parents. Donc le ça, il va intervenir. Le ça, exactement, il va intervenir, il va essayer de trouver quelque chose dans le milieu, il va essayer de couper la poire en deux. Comment ça? Il va peut-être trouver une solution telle que, par exemple, non, on applique la loi. Ou bien,
peut-être que c'est une erreur qui a été réalisée de bonne foi, et que, par exemple, l'audité, il a toujours été intègre. C'est pas à cause de cette erreur qu'on va l'accuser de mauvaise foi. Donc, dans ces interactions entre le moi et le surmoi, donc le ça va intervenir, mais le ça, il va utiliser des mécanismes de défense. Alors, c'est quoi ces mécanismes de défense? Alors, nous sommes tous, on a tous ces notions-là, et donc nous utilisons tous des mécanismes de défense, cette fois-ci psychologiques, comme les mécanismes de défense biologiques qui existent dans notre corps. Donc, je vais vous citer quelques exemples de mécanismes de défense, parce qu'ils sont un petit peu nombreux, et donc ça risque de prolonger la durée de la présentation. Et par la suite, il pourrait rejaillir. Par la suite, c'est ce qu'on appelle le retour du bouffonnet. Sauf que quand il va rejaillir sous une autre forme. Ce n'est pas un conflit, mais sous forme, par exemple, de palpitation, c'est-à-dire de sensation de battement du cœur, ou bien de sensation de boule dans la gorge, ou bien de difficulté de sommeil, auquel l'individu, je ne vais pas dire l'audité, l'individu d'une façon générale, est incapable de faire le lien entre le conflit et le symptôme qui est apparu. Un autre mécanisme de défense, c'est la projection, c'est-à-dire le fait de rejeter la faute ou bien la responsabilité sur l'autre. C'est un mécanisme de défense qui est très répandu. Autre mécanisme de défense, c'est le déni. Alors, le déni, c'est le fait de nier catégoriquement l'existence du problème ou bien du conflit. Autre mécanisme, l'isolation, c'est par exemple ôter tous les affects pénibles face à un conflit. Par exemple, je pense que nous avons tous vécu. Autre mécanisme de défense, c'est l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire l'individu, quand il est agressé par une autre personne, il peut adopter un mécanisme de défense d'identification à cet agresseur. Ça se traduit par l'adoption d'un comportement, d'une façon d'être de l'agresseur. Autre mécanisme de défense, la régression carrément, c'est-à-dire le retour à un stade antérieur dans le développement psychologique de l'individu. Ça se traduit par la soumission totale ou bien la passivité totale face à un conflit. Autre mécanisme que nous connaissons, je pense tous, l'humour, c'est mettre un peu d'humour dans une situation, bien souligner les aspects ironiques ou bien humoristiques d'un conflit, à distinguer bien évidemment du sarcasme, parce que le but du sarcasme cette fois-ci, c'est de ridiculiser l'individu. L'affiliation également, c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire la recherche d'aide et de soutien dans l'entourage pour trouver une solution à ce conflit. Enfin, le coping, et là, je pense que ce n'est pas un véritable mécanisme de défense, c'est plus une stratégie cognitive et comportementale. C'est une façon d'affronter et de faire face. Le coping, c'est le faire face à un problème. Alors, les facteurs techniques qui influencent l'indépendance de l'auditeur. Bon, je ne vais pas citer plusieurs facteurs, c'est juste quelques... Alors, moins il est expérimenté, plus l'indépendance risque d'être compromise. Également, la découverte d'une erreur significative lors de l'évaluation des résultats de service professionnel. Cette découverte-là pourrait mettre en péril, je dis bien pourrait mettre en péril, l'indépendance de l'auditeur. Alors, vous voulez expliquer davantage? Comment? Vous voulez expliquer davantage comment ça peut mettre en péril? J'ai dit ça pourrait, j'ai utilisé le conditionnel. C'est d'autant plus vrai que l'individu, ou bien l'auditeur, a peu d'expérience. Bon, il va être confronté à ce conflit-là, donc ça va
l'enjeu est important, et donc l'auditeur va ressentir un peu une situation très critique parce qu'il ne va pas pouvoir affronter l'audité, surtout comme j'ai dit il n'a pas une grande expérience, et que l'enjeu est très important, il risque, je dirais même trop important, et il risque de faire un changement grandiose, enfin un changement important dans l'entreprise. Monsieur, oui. Ma référence du SAGEA, oui. C'est pas pour les auditeurs, ça. C'est pour les experts comptables. C'est les professionnels comptables. Les auditeurs externes. Externes. Qu'on appelle comptable agréé au niveau du Canada. C'est pas vraiment. C'est pas tout à fait ça. Je continue, je vais répondre à votre question. Les comportements donc, de l'audité réducteur de la qualité d'audit. Alors, il y a par exemple, il y a plusieurs situations qui peuvent compromettre la qualité de l'audit, telles que par exemple la programmation tardive de l'intervention de l'auditeur, ou bien un comportement de l'audité qui est hermétique, qui va se réfugier, on va se cloîtrer derrière un mutisme, parce que l'audité va vivre l'auditeur comme, ou bien la mission d'audit comme une inspection d'impôt, ou bien comme une gendarmerie. Également, le comportement d'irritation et de provocation face à l'auditeur, tel que par exemple un accueil glacial qui est mis en place, ou bien un comportement gênant, ou bien l'absence des réponses dans les appels téléphoniques faits par l'auditeur, ou bien le retard dans l'envoi des documents. Également l'indisponibilité ou bien l'évitement de l'audité, pour éviter les rencontres ou bien les réunions avec l'auditeur. Les exigences de formalité qui sont rigides, faites par l'auditeur, enfin par l'audité, ce qui risque de faire perdre beaucoup de temps à l'auditeur. Donc cet auditeur va peut-être être dissuadé à s'orienter vers l'audité, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâcler un petit peu le travail. Enfin, un comportement récalcitrant, le caractère opiniâtre de l'audité, c'est-à-dire il discute chaque point sous prétexte de défendre son point de vue, si bien qu'il va gêner également l'auditeur. Alors, les comportements, cette fois-ci, réducteurs de l'indépendance de l'auditeur. Alors, il peut y avoir un auditeur intimidant, qui sort un petit peu de sa mission, qui pourrait utiliser, enfin faire un peu d'excès de zèle, tel que par exemple la culpabilisation, ou bien le chantage, et là on sort carrément du contexte. Il faut quelques traits de personnalité. Par exemple, des traits de personnalité paranoïaques de l'auditeur. On peut le décrire comme suit. C'est quelqu'un qui est très méfiant dans ses contacts, donc il garde toujours des distances, qui a une psychorigidité, alors là, déconcertante, qui a une attitude très hautaine, on peut dire même qu'il a une hypertrophie du moi, et se froisse facilement dès qu'on remet en question ses pensées ou bien la véracité de ses allégations. Il peut devenir facilement coléreux, d'accord. La personnalité évidente, donc c'est une personnalité qui est à l'opposé du paranoïaque, qui est inhibée, qui se croit toujours incompétente, qui a vraiment peur d'être critiquée, et qui évite les réunions où il y a beaucoup de monde. Comme on dit, pour vivre heureux, au dictant suivant, pour vivre heureux, vivant caché. Quant à la personnalité dépendante, c'est une personnalité qui est, comme les autres, plutôt très fragile, incapable de prendre aucune décision. Mais alors là, et d'ailleurs, elle a toujours recours au supérieur hiérarchique. Elle dépend toujours, et puis à chaque fois qu'il y a un conflit, elle fait tout son possible pour limiter, comme on dit, les dégâts, ou bien pour établir le contact avec la personne avec laquelle il y a eu un conflit. Enfin, la personnalité narcissique,
et là on en trouve pas mal. La personnalité narcissique, c'est une personnalité qui est marquée par une attitude un peu moins hautaine que le paranoïaque. C'est une personnalité qui est insensible, qui manque d'empathie, qui est insensible à la souffrance des autres, qui est capable d'utiliser les autres personnes pour arriver à ses fins, et également qui aime beaucoup qu'on lui jette des fleurs, comme on dit. Cette personnalité également, elle se croit plutôt spéciale, elle se croit sortir du lot un petit peu. Donc ces traits de personnalité-là, je pense qu'on a tous quelques traits de personnalité, mais quand il y a un déséquilibre en faveur d'un trait sur l'autre, c'est là où il y a les problèmes de relations qui peuvent compromettre, comme je l'ai dit, dans ce cas-là, l'indépendance de l'auditeur. Alors, il y a une différence également homme-femme entre donc, les comportements. Donc les hommes ont une perspective qui est plutôt, je dirais pas qu'il y a, mais il y aurait, je dis bien, il y aurait une différence homme-femme entre dans le comportement. Et il y a Gilligan qui a dit que les hommes ont une perspective basée sur la justice, alors que les femmes sont plus concernées par l'éthique et l'empathie et la compassion. Rassurez-vous, mesdames, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça a été contesté par plusieurs autres auteurs qui ont dit que c'est pas vrai, il n'y a pas une différence entre les hommes et les femmes dans les comportements. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un exemple de conflit lors par exemple d'une mission d'audit. Donc, dans une organisation, l'audité qui a un comportement très paternel, qui est très affectif et qui contrôle tout, sous prétexte de protéger ses coéquipiers. Donc, l'audité, il va mettre en place une technique de travail qui est à laquelle que tout le monde doit respecter. Tel que par exemple, donc, les collaborateurs vont agir en respectant ce schéma et selon les règles détaillées qu'il aura mises en place. Lors de la mission d'audit, donc l'auditeur qui est de type plutôt pragmatique, actif et autonome, il va mener sa mission d'une façon logique et selon les règles du métier, en respectant donc le cadre global. Donc, l'audité, qu'est-ce qu'il va se dire? Donc, cette personne, ce qu'elle va penser de l'auditeur. Donc, cette personne ne respecte pas les procédures et règles, et j'ai pourtant bien détaillé. Donc, cette personne ne m'écoute pas, elle ne me considère pas. C'est une blessure narcissique pour l'audité. Elle ne me respecte pas, elle n'a fait qu'à sa tête, et elle n'en fait qu'à sa tête, et elle veut saboter mon travail. Donc là, il y a un sentiment de danger. Donc, l'audité va se sentir menacé dans son fonctionnement. Par contre, l'auditeur, dans son coin, il dit « Je suis plutôt content de moi, mon manager va approuver, parce que j'ai été efficace et professionnel. » Ou alors, il va pas se dire grand-chose, puis, puisque tout est normal pour lui. Sauf que, à la première occasion, donc il y a de fortes chances pour qu'un clash éclate, ou bien un conflit qui éclate. Donc l'audité va commencer par « t'as pas respecté les règles que j'avais mises en place », ou bien « tu n'écoutes pas, tu es incompétent, et à cause de toi j'aurai des ennuis ». Donc vous voyez, donc, un des mécanismes que j'ai cité, mécanisme de défense que j'ai cité tout à l'heure, c'est la projection. Donc c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui est fautif, c'est la responsabilité sur l'autre. Donc, face à ce conflit, il faut peut-être trouver une issue. Et cette issue doit être basée sur le dicton gagnant-gagnant. Donc, ni l'auditeur est perdant, ni l'audité est perdant. Plutôt, ce sont tous les deux qui vont gagner. Donc, pour cela, il faut se positionner en maître des scients, d'accord, c'est-à-dire se poser les choses avec beaucoup de recul et faire le bilan
de la situation. Et surtout récapituler. Récapituler parce que ça va permettre d'étendre encore plus les faits, ça permettra de présenter le problème et mettre beaucoup de données. Et comme on dit, un problème bien présenté, c'est un problème qui est déjà à moitié résolu. Donc, autre chose, s'intéresse, se focalise sur l'autre et sur le comportement de l'autre, oubliant facilement les émotions. Et donc, la personne, elle se dit elle se croit juste et elle considère l'autre fautive et vice-versa. D'accord? Donc, si on sort de cette situation-là, on va pouvoir, avec moins de difficultés, raisonnablement bien évidemment, avec moins de difficultés, on va pouvoir sortir de ce conflit. Donc, également, il faut sortir du jugement de l'autre et accepter que ce n'est pas la personne qui est la cause, mais surtout son comportement. C'est-à-dire ne pas considérer les critiques comme une attaque personnelle, mais c'est surtout l'image uniquement. Parce que si on vit cette critique comme une attaque personnelle, on ne va pas sortir de l'auberge et là, on ne pourra pas résoudre le problème. Au contraire, on va faire exactement comme ce que nous avons vécu, donc on va faire, entre guillemets, du mal à la personne qui nous a causé du mal. Alors, identifier également les comportements qui suscitent une vive réaction, c'est-à-dire en soulignant par exemple les comportements récalcitrants, les critiques qui sont émises à chaque fois, ou bien les comportements, l'accueil glacial, ou bien la non-réponse au téléphone, ou bien le retard dans la délivrance des documents, et identifier ce qui est important pour chacun. D'accord? Donc pour l'auditeur, ce qui est important, c'est la réussite de sa mission, et puis pour l'audité également, si vous voulez, c'est la réussite de sa mission, et avoir la réussite de cette mission, et puis avoir le moins de problèmes. Il ne faut pas, on dit, il y a des gens qui ne veulent pas, même pas créer de vagues, faire de vagues. Alors, également, il faut rappeler l'objectif commun aux différents acteurs. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions genre, qu'est-ce qui nous relie au-delà des conflits? Ou bien, quel est notre objectif commun? Et donc, si vous avez remarqué, j'utilise le terme « nous », parce que l'utilisation de ce terme « nous » donc, va impliquer les deux protagonistes et sortir du discours accusateur. D'accord? Parce que c'est un problème qui intéresse les deux personnes, et donc les deux personnes ensemble vont essayer de trouver une solution. Bien évidemment, on doit également rappeler ce que autorise la loi dans cette mission, et puis faire exprimer à chacun ce qui est important pour lui dans cet objectif. Enfin, on peut se poser la question suivante: que retenons-nous de cette situation conflictuelle pour nous rapprocher de notre objectif, à savoir la réussite de la mission d'audit? Alors, en conclusion, donc la mission d'audit est loin d'être simple. C'est d'autant plus difficile que le dilemme qui existe entre l'auditeur, qui est à la fois subordonné, on la subalterne, et le contrôleur, et que l'audité, il est le supérieur et le contrôlé. Donc ce dilemme-là engendre des difficultés relationnelles, voire même pourrait être à l'origine de conflits. Cette difficulté peut mettre en péril l'indépendance et l'objectivité de la mission. Donc, du niveau du développement moral et cognitif, d'une part, de l'expérience professionnelle, d'autre part, et de la capacité de la gestion du conflit dépend la réussite de la mission d'audit. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions.